À la veille de la Grande Guerre, le monde est presque entièrement dominé par les Européens. Même les régions qui restent indépendantes comme l'Éthiopie en Afrique ou les pays d'Amérique latine, voire la Chine, n'échappent pas à l'influence des Européens qui maîtrisent les flux commerciaux et qui dominent très largement l'économie et le commerce. Ainsi, les États-Unis en Amérique centrale et dans les Caraïbes sont les véritables maîtres du destin de nombreux États nouvellement indépendants. Par exemple, le Panama, qui naît en 1903 d'une sécession d'avec la Colombie, est en réalité une création des États-Unis qui s'assure ainsi la mainmise sur le canal, seule véritable richesse de ce petit pays. Les quelques pays restant indépendants, comme l'Afghanistan ou le Siam, sont en fait des zones tampons entre différents impérialismes. En Afghanistan, entre l'impérialisme anglais et l'impérialisme russe, le Siam, entre l'impérialisme anglais qui part de l'Empire des Indes et l'impérialisme français se basant sur l'Indochine. Même l'Empire ottoman doit céder des territoires qu'il possédait en Afrique du Nord, tandis que les Balkans deviennent en large partie indépendants. L'homme malade laisse place aux impérialismes européens. L'Afrique du Nord est l'objet de nombreuses convoitises du fait de cet affaiblissement ottoman. L'installation des Français en Algérie, au Maroc, puis en Tunisie, marque la prédominance des puissances européennes nouvellement industrialisées. L'Algérie devient un ensemble départemental, tandis que le Maroc et la Tunisie sont placés sous le statut du protectorat. Il est à dire que se maintiennent un pouvoir local incarné par le sultan au Maroc, par le bey en Tunisie, mais ces entités politiques sont mises sous la tutelle des Français qui assurent la maîtrise du commerce, de l'administration, y implantent des colons dans les zones les plus favorables. Un partenariat politique, économique et militaire assure la suprématie de la France dans le sud de la Méditerranée. Cette prise de contrôle par les Français ne se fait pas sans heurts ni tension. Effectivement, le protectorat lancé sur la Tunisie en 1881 mécontente les Italiens qui avaient des vues sur la région. En 1902, il signe une convention avec l'Italie qui, en échange de la Libye, reconnaît les droits de la France sur le Maroc et la Tunisie. Puis, en 1904, c'est le Royaume-Uni et l'Espagne qui se mettent d'accord avec la République française pour abandonner la souveraineté sur le Maroc en échange de la mainmise des Anglais sur l'Égypte et la reconnaissance de la colonisation espagnole sur la partie nord et l'extrême sud du Maroc. Le Maroc semble dorénavant sous la domination française, mais l'année suivante, l'Allemagne, mécontente d'avoir été tenue à l'écart de ces négociations, organise une expédition militaire. L'empereur prend la tête d'une canonnière qui se met au large de Tanger. Les tensions sont maximales et on craint même une guerre. Une conférence se réunit finalement à Algésiras qui résout provisoirement la crise, mais cela rebondit en 1911 où la canonnière refait apparition dans la baie d'Agadir. Finalement, les négociations débouchent sur l'abandon par l'Allemagne de toute revendication sur le Maroc en échange de territoires en Afrique équatoriale. On voit donc bien qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, les rivalités se multiplient et qu'elles sont en partie la cause de la mise en place de la Triple Alliance et de la Triple Entente. L'Angleterre et la France, en position dominante, sont inquiètes des prétentions allemandes en Afrique. Les rivalités entre la Russie et l'Angleterre en Afghanistan sont aplanies. Pareil pour les rivalités entre la France et l'Angleterre. Le danger immédiat semble le danger allemand, puisque la Russie, la France et l'Angleterre sont en position dominante. Ils veulent préserver leur avantage face à l'ambitieuse politique du nouveau chancelier allemand et de Guillaume II, qui vise une Welt politique, contrairement à Bismarck qui privilégiait la domination sur l'Europe. Les colonies ne sont donc que de la monnaie d'échange, il n'y a aucune pensée globale, on agit au coup par coup, on s'échange les territoires en fonction des crises politiques qui se déclenchent. On voit donc là que tout propos sur une mission civilisatrice qu'aurait tel ou tel pays vis-à-vis de telle ou telle population n'est qu'un discours de façade et ne correspond à aucune réalité. Les enjeux géopolitiques prédominent sur les enjeux civilisationnels, entre guillemets.